Salut à tous les rêveurs et les créateurs. Qu'est-ce que la créativité ? Un don réservé à quelques privilégiés ou bien une compétence que nous pouvons tous développer? Bienvenue dans Les Clés de la créativité, le podcast qui explore les coulisses des métiers créatifs et démystifie l'approche artistique. Chaque quinzaine, nous explorons le processus créatif d'un artiste, d'un entrepreneur ou d'un innovateur. Nous vous partageons leurs conseils, leurs astuces et leurs secrets pour vous aider à booster votre propre créativité. Je suis Thomas Piard, architecte d'intérieur, designer et votre hôte sur ce podcast. Rejoignez-moi chaque quinzaine pour une nouvelle aventure créative. Pensez à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Vous avez la liste en description. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois Cécile Glassman. C'est un enregistrement que j'ai fait il y a déjà quelques mois et j'ai beaucoup de plaisir à vous la présenter. Cécile Glassman est coach en écriture et elle a une vision très personnelle de la créativité. C'est un vrai régal que de la réécouter pour moi et j'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'interviewer. Bonne écoute! Bonjour Cécile et bienvenue dans Les Clés de la créativité. Je voudrais que tu nous parles de ton parcours pour commencer. Qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'as-tu fait? Bonjour Thomas, merci pour ton invitation. Alors je suis Cécile Glassman. Pour décrire mon parcours, je pourrais dire que depuis très longtemps je suis passionnée par les mots, la lecture depuis l'adolescence et puis l'écriture depuis l'enfance. Petite, j'écrivais déjà comme ça sur des petits carnets. J'ai fait des études de lettres et je suis devenue enseignante. Et il y a quelques années, donc en 2019, j'ai créé mon auto-entreprise de coaching en écriture. J'ai commencé c'était un service de correspondance personnalisée pour les enfants et puis j'ai animé des ateliers d'écriture pour les enfants et les adolescents et après je me suis dédiée aux adultes et donc aujourd'hui je propose des programmes en ligne d'écriture créative et aussi des coachings individuels d'écriture créative. Donc j'expliquerai un petit peu, si tu veux, plus tard ce que c'est pour moi que l'écriture créative, en tout cas quelle est l'écriture créative que je transmets. Et C'est ça dont on va parler et c'est pour ça que tu es là. super. Donc voilà, et je suis en parallèle, je suis salariée enseignante en structure de soins. Donc je travaille avec des enfants et des adolescents qui sont autistes ou qui ont des troubles des apprentissages ou des troubles psychologiques. Voilà, donc je dirais un parcours autour de l'humain et de l'écriture. Oui, j'entends bien ça et ça me plaît beaucoup et c'est des thématiques qui me touchent particulièrement. Je voudrais rentrer un petit peu dans le sens de la créativité en elle-même, qui est le cœur de notre podcast. Pour toi, qu'est-ce que la créativité et comment tu la définis pour tes clients, par exemple ? La créativité, pour moi, c'est le fait de donner naissance à quelque chose qui n'existait pas encore. Donc c'est très large pour moi. Ça peut être un objet, ça peut être une œuvre d'art, mais ça peut être aussi une idée, ça peut être un regard, ça peut être une solution à un problème. Pour moi, la créativité, c'est une ressource incroyable qu'on a tous en nous. C'est l'expression absolue de notre liberté et de notre unicité. Et c'est une ressource qui est stable et que personne ne peut jamais nous enlever et à laquelle on peut se connecter dans n'importe quelle circonstance pour moi. C'est vraiment l'expression pure pour moi de la liberté. Et la créativité que je transmets dans mes accompagnements, c'est donc l'écriture créative spontanée. Je crée des propositions d'écriture, donc soit dans des programmes en ligne où là c'est autour de thématiques. Par exemple, là récemment j'ai créé un programme inspiré du film Perfect Days de Wim Wenders, donc autour de la simplicité, de la contemplation, tout ça. Mais dans les coachings individuels, je vais accueillir la personne, écouter voilà où elle en est,
qui l'anime en ce moment, sa problématique. Et à partir de là, je vais créer des propositions d'écriture vraiment personnalisées pour elle. Et donc, c'est vraiment une écriture qui est pas du tout, qui est complètement à l'opposé pour moi de ce qu'est l'écriture académique qu'on a appris. C'est vraiment comment les mots résonnent dans la personne et ce qu'elle en fait de manière très intuitive, en étant aussi connectée à ses émotions, ses sensations. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont la personne va se saisir de ses propositions pour exprimer qui elle est. Ce qui fait que dans les ateliers ou dans les coachings, ça peut arriver, et je trouve ça génial et j'encourage les gens à le faire, que les personnes détournent complètement la proposition ou partent complètement ailleurs, et je leur dis en fait, aucun souci, c'est même génial. Ce qui compte, c'est comment vous pouvez vous saisir de ce qui est là pour aller exprimer votre unicité. En gros, tu as répondu à une question que j'ai même pas eu le temps de te poser. C'était comment est-ce que la créativité se manifeste de façon différente chez chaque personne, et je pense que tu viens largement d'y répondre. Donc je vais passer directement à autre chose. En quoi la créativité est-elle essentielle dans notre vie quotidienne ou dans nos différentes sphères d'activité ? On voit bien à travers ce que tu dis là que chaque personne peut l'exprimer d'une manière différente, mais ce côté essentiel que j'entends dans ce que tu dis, je voudrais que tu l'exprimes avec des mots à toi. Je pense que la créativité, elle s'exprime différemment chez chacun parce que on a des rapports au monde très différents les uns les autres et des façons d'être au monde très différentes. Et on a aussi des langages vraiment variés et multiples, et c'est ça qui est la richesse. Moi, c'est ce qui m'émerveille toujours quand j'accompagne les personnes. C'est incroyable, quoi, cette diversité. Et le côté essentiel pour moi de la créativité, il est du côté de l'enfance. Je crois que la créativité, ça nous connecte à l'enfant qui est en nous. Alors on peut appeler ça tout le travail autour de l'enfant intérieur, mais les enfants, ils sont tout le temps dans la créativité, dans le jeu. Et pour eux, le jeu, c'est très important. Je cite souvent cette phrase d'enfant que je crois on a tous pu entendre. Attends, il faut que je joue, ou je dois d'abord jouer. Et les enfants, ils ont cette façon de pouvoir s'inventer des mondes à partir souvent de pas grand-chose. Tu vois, ils sont dans le jardin, il y a des brindilles, des petits cailloux, et hop, ils montent un restaurant. Enfin, c'est quand même extraordinaire, quoi, cette simplicité de la créativité. Pour moi, la créativité, c'est une ressource simple et qui est accessible. Parfois, on en est déconnecté, mais qui est vraiment accessible en nous. Et ils ont du coup cette capacité à oublier le temps. Tu vois, ils jouent et puis ça peut durer des heures. Et puis on le vit aussi, nous adultes, quand on est dans notre créativité, c'est-à-dire que le temps se dilate, on ne voit pas passer le temps. Et donc il y a quelque chose qui tout d'un coup agrandit, je trouve, notre réalité, en fait, à la fois notre réalité intérieure et puis le monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça que vraiment, je trouve que c'est hyper important, et c'est ce qui m'anime, en fait, de dire aux gens, vous avez en vous cette ressource incroyable qui est, à mon avis, ce qui vraiment nous aide en dernier recours et en recours sans arrêt activable dans les moments difficiles. Je crois que pour moi, c'est la ressource essentielle qu'on a en nous. C'est rare que je sois pas d'accord avec les gens auxquels je parle, parce qu'on a des thèmes communs et on a des choses. Mais là, c'est vrai que ce côté essentiel de la créativité et de la ressource finale, c'est-à-dire quand vraiment on se sent au fond du seau, si on arrive à trouver un élément créatif, et d'ailleurs Juliette le disait très bien dans un épisode précédent, où elle aussi, elle accompagne des gens avec de la peinture, elle a des gens cabossés par la vie qui viennent la voir. Le côté d'expressivité qu'on peut trouver soit à travers l'écriture ou la peinture, ça revient à jeter les mots sur la toile ou sur la feuille, permet de se libérer et de se dégager. Potentiellement même de reprendre un chemin où on n'avait pas forcément l'idée qu'il y avait encore une route et où on voyait plus rien. Est-ce qu'à ton avis,
la culture et l'environnement influencent l'expression de la créativité. C'est quelque chose que je sens en filigrane dans ce que tu dis, où tu parles des enfants, où tu parles des éléments qui vont constituer en fait l'enveloppe créative des gens avec lesquels on va pouvoir travailler. Mais est-ce qu'à ton avis, la culture et l'environnement ont une influence? Oui, complètement. En fait, ça c'est une interrogation que j'ai souvent et qui m'anime en vivant dans la société dans laquelle on est. C'est que, au fond, on parle énormément aujourd'hui de créativité, euh, mais je me dis, est-ce que la créativité, ce serait, tu sais, quelque chose de plus à ajouter à nos emplois du temps, une compétence qu'il faudrait avoir en plus, euh, dans un monde où tout va très vite, où tu vois, on attend beaucoup des gens une efficacité, de la productivité, alors que pour moi, ça marche pas forcément comme ça pour tout le monde, je pense, mais selon moi, la créativité, elle est du côté du vide, en fait, de la lenteur. Elle est du côté de l'espace, parce que de l'espace en soi, parce que la créativité, c'est comme un pas de côté, c'est un petit décalage qui permet d'apporter du nouveau, de voir les choses différemment. Euh, et donc, voilà, je m'interroge sur comment en fait se reconnecter à sa créativité, comment rendre notre vie plus créative, mais dans le sens de plus respirable, tu vois, plus Mhm. humaine, plus à l'écoute de ce qu'on est, plutôt que dans le sens une vie avec plus de choses, et tu vois, c'est Oui, opposé à une vie de consommation, préférer une vie de créativité. Le pas de côté, j'aime bien l'idée, c'est-à-dire que ça t'empêche pas de suivre ton chemin de salarié, d'avoir une vie, mais d'avoir à côté un loisir créatif ou même des expériences créatives simplement et aller s'enrichir en regardant une expo, aller regarder, visiter un musée ou simplement aller même se balader en forêt peut ouvrir les chakras avec des grands guillemets sur chakras de la créativité. Et effectivement. Mais on est un peu sorti du thème de culture et environnement. C'est pas vraiment là où je pensais aller. Mais c'est pas grave, je vais garder ça comme ça. Je voyais plus culture et environnement dans le sens où, en fonction de là d'où on vient, du parcours de vie, etc., où est-ce que. Comment dire? En fonction de là où on vient et du parcours de vie, est-ce qu'il y a des manières différentes d'aborder la créativité? C'est comme ça que je voyais les choses. euh, oui, c'est intéressant. Je pense que selon les cultures, effectivement, la créativité n'est pas valorisée ou nourrie de la même façon, ne serait-ce que par tout ce qui est la manière d'éduquer, en fait, aussi le système éducatif. C'est vrai que, par exemple, nous, dans notre système éducatif, on est dans quelque chose d'assez normé, je dirais, où je, je- C'est pas très encouragé la voilà, je créativité, sais. hein. T'as 2 heures de musique, 2 heures de dessin, et si tu veux faire du créatif, tu dégages. Voilà, je sais pas si effectivement c'est toujours très encouragé, mais même au-delà de ces matières-là, dans la manière d'envisager en fait l'éducation, la formation de l'individu. Euh, Quel est le rôle aussi de l'expérience, du corps, tu vois, c'est vrai que pour moi, la créativité, c'est aussi beaucoup lié à ça, à la place du corps dans nos vies, parce que la créativité, ça parle de notre rapport au monde, et donc ça passe aussi par nos sensations, nos émotions. Donc je pense qu'effectivement, ça dépend aussi à un niveau culturel, mais aussi à un niveau éducatif, familial. Comment on a grandi, quelle était la place de tout ça dans notre éducation. Je, je trouve que souvent, finalement, pour se reconnecter à notre créativité et à l'enfant en nous, il faut désapprendre beaucoup de choses qu'on nous a apprises, tu vois. Il faut se défaire de pas mal de conditionnements pour accéder à cette liberté.
Je hoche la tête depuis, depuis 2 minutes. Bien sûr, ça se voit pas, mais pour moi, effectivement, il y a un point important, et c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles j'ai voulu faire ce podcast. C'est parce que je considère que les métiers créatifs ne sont pas du tout assez valorisés, et que l'expression de la créativité, c'est très souvent « Ah oui, c'est vrai, c'est bien, mais trouve-toi un vrai métier ». Et en ce qui me concerne, ça me dérange. Les métiers créatifs sont de vrais métiers, je vais le marteler probablement à chaque épisode, ce sont de vraies carrières, et c'est vrai, souvent, ça nécessite d'avoir un métier alimentaire à côté, parce que la passion est longue à venir, et ça demande énormément d'investissement, énormément de travail, pour arriver à un résultat qui est loin d'être gagné d'avance. En revanche, lorsqu'on y arrive, ça mérite clairement le chemin parcouru, et de toute façon, on arrive toujours quelque part en exprimant sa créativité. Quel que soit le chemin qu'on prenne, si on y travaille assez dur et assez longtemps, il y aura systématiquement un résultat. Ce qui n'est pas forcément vrai de tous les cas de métier. Je voulais qu'on passe un peu plus sur quelque chose qui te concerne directement, Cécile. Donc le deuxième segment va concerner plutôt la manière de débloquer le potentiel créatif, qui est fondamentalement ta marque de fabrique, a priori, et quelque chose sur quoi tu travailles. Oui. Oui, le blanc me faisait dire « Oh mince, j'ai dit une bêtise ». Pas du tout. J'aime bien les silences aussi, c'est les silences remplis Ouais, comme alors... ça. Sur le coup, je me suis dit... Je suis tout seul. J'aurais peut-être... j'aurais peut-être pas dû la poser, celle-là. Non, c'est très bien. Est-ce qu'en tant que coach en écriture créative, tu as une façon, tu as des outils pour identifier les blocages? Et dans ce cas-là, deuxième volet de la question, quels sont les outils ou les techniques que tu peux utiliser pour aider à débloquer ça? Alors moi, j'ai pas vraiment de méthode, j'ai pas vraiment d'outils, et en même temps, j'utilise plusieurs outils voilà, qui viennent de mon expérience, de mes lectures, de ce que j'ai moi-même appris. Je peux utiliser par exemple le travail sur la respiration, la visualisation pour que les personnes voilà, se connectent à leur corps, à leurs sensations, à leurs émotions, des petites choses comme ça. Mais sinon, je n'ai pas vraiment de méthode dans le sens où c'est la personne en fait qui va m'indiquer le chemin à suivre parce que chaque personne est différente. Mon rôle en tant que coach en écriture créative, c'est de m'adapter à ce qui est le cœur de ce qui amène la personne et de pouvoir lui proposer quelque chose qui réponde à ses besoins. Alors, ça va demander des aménagements que je vais trouver au fur et à mesure. Ça peut être par exemple quelqu'un qui a du mal à penser, à exprimer sa pensée et en même temps à écrire. Donc, je vais prendre en note ce que la personne dit à partir de ma proposition et je vais ensuite la lui restituer par écrit plus tard en respectant ses mots. Enfin, voilà, finalement, c'est ses mots à elle, sa syntaxe, sa façon de s'exprimer. Ça peut être aussi quelqu'un qui est bloqué sur une proposition et donc je dis ah ben tiens, on va faire ça sous forme de dialogue pour soutenir la personne. Voilà, toutes sortes de petits aménagements. Mais je dirais que la chose principale pour moi qui est très importante, c'est de créer un espace de sécurité. Parce que quand on travaille avec l'écriture créative, on travaille vraiment sur l'intériorité des personnes. Donc, je le dis souvent, moi je ne suis pas thérapeute, mais on va retrouver forcément dans le coaching des choses proches de problématiques qu'on peut travailler en thérapie, parce que quand on parle de l'intériorité, on parle du rapport aux autres, on parle de son enfance, on parle des relations amoureuses, on parle du travail, on parle de ses blessures, on est amené à se confronter à ses peurs, à ses résistants. Donc c'est une matière, moi je dis toujours la matière humaine, c'est une matière très délicate, très fragile. Donc c'est très important pour moi de m'assurer très régulièrement en cours de séance. Et quand je fais des programmes en ligne, c'est par mail, mais je m'en assure aussi très régulièrement que ça se passe bien pour la personne et que la personne se sent en sécurité. Parce que, alors moi dans ma façon de travailler, je ne suis pas du tout
une coach qui va aller confronter les gens, qui va les brusquer. C'est vraiment une méthode avec beaucoup de douceur et de bienveillance et c'est important pour moi que la personne se sente enveloppée, se sente dans un cadre sécurisant pour pouvoir exprimer pleinement voilà, son intériorité. Euh, et voilà, ça peut m'arriver aussi que, par exemple, j'ai une proposition d'écriture qui me vient en direct à partir de ce que la personne a dit, et de voilà sentir que c'est un sujet quand même encore chargé en émotions. Je vais demander à la personne est-ce que c'est ok pour toi si on va vers là. D'accord. En somme, les réflexions et la manière dont tu vas comprendre, entre guillemets, la personne en face de toi vont générer le rapport que tu vas créer avec elle, dans la mesure où tu as conscience qu'elle a confiance en toi et que tu as réussi à créer cet espace où la personne peut se connecter avec sa propre créativité. C'est ça que tu mets en place. Exactement, exactement. Et après, c'est à moi d'être à l'écoute, d'être réceptive. Je travaille beaucoup avec mon intuition, hein, en fait, parce que les mots qui me viennent, les idées me viennent, c'est quasiment en direct, hein, donc ça demande un état de réceptivité. Voilà, c'est vraiment faire un voyage à chaque fois avec une personne différente, faire un voyage dans un univers, faire un voyage au cœur d'une intériorité. Donc ça demande beaucoup de délicatesse. C'est vraiment quelque chose que moi je ne peux pas envisager sans cette délicatesse. On va jouer très fort sur l'empathie, oui, à ce niveau-là, et la manière dont tu vas pouvoir comprendre et apprendre de la personne en face pour pouvoir la guider. Ok, ça me convient bien, et en plus, tu as répondu à plein de questions que j'ai pas eu le temps de poser, donc c'est parfait. Les réponses viennent d'elles-mêmes. Pardon. Il y a une partie qui, à mon avis, va te toucher toi autant que la personne que tu serais amené à aider. Quel rôle joue la confiance en soi dans le développement du potentiel créatif, alors que ce soit la tienne ou celle de la personne en face? Alors, ben, c'est celle du coach. La mienne, effectivement, elle est importante parce que la personne en face, elle a besoin de sentir le cadre, elle a besoin de sentir voilà, que je connais mon sujet, que je suis à l'aise, même si je n'ai pas toutes les réponses, bien sûr, et que je suis toujours moi-même en chemin en apprentissage, mais elle a besoin, je pense, de sentir cette solidité-là. Euh, et après, en tant que coach, moi, je vois ce que je vais voir en premier chez la personne, c'est ce qui est beau et son potentiel, en fait. C'est ma manière de fonctionner, hein. Et c'est souvent le cas pour les coachs. C'est des gens qui voient comme ça les trésors en nous. Euh, et la confiance en soi, effectivement, comme tu dis, c'est primordial parce que c'est aussi ce qui va nous permettre de lâcher prise, c'est aussi ce qui va nous permettre de s'autoriser des choses. Euh, et du coup, les propositions d'écriture que je fais sont vraiment souvent c'est des petites phrases inductrices ou voilà. Et, et- et j'invite les gens à partir, ça peut être partir dans le loufoque, dans l'humoristique. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas de, je leur dis toujours, il n'y a pas de limite. Euh, et en même temps, ben, la confiance en soi, c'est un processus qui s'auto-entretient, c'est un cercle vertueux. Donc, les personnes créent quelque chose comme ça, un texte à partir de ce que je propose. Et très souvent, j'ai cette réaction où j'aurais pas du tout cru que j'irais vers là, où je me suis surprise moi-même. Et donc, voilà, les personnes vont découvrir des parts d'elles et des territoires comme ça intérieurs. Et du coup, je pense petit à petit prendre plus confiance pour aller vers là. Et après, le coaching, c'est une guidance en fait. C'est-à-dire que je pense que les gens souvent ont envie de se connecter à ça, d'écrire. Ils n'osent pas. Très souvent aussi parce qu'ils ont gardé l'image académique de l'écriture qui est très normée, où on ne s'autorise pas beaucoup de choses, où on peut vite se sentir jugé, etc. Et là, je leur dis en fait, l'essentiel, c'est l'expression de ce que vous êtes. Donc, petit à petit, en découvrant comme ça
ces nouveaux territoires, les personnes deviennent un peu plus familières de ça et vont avoir envie de les arpenter, je pense, plus souvent, comme un voyage. Je pense que tu vas beaucoup apprécier d'écouter l'épisode de Philomène qui a réussi à briser plusieurs cadres académiques lors de l'écriture de son premier roman, qu'elle a écrit et terminé à l'âge de 20 ans. Je voulais, tiens, puisqu'on en est là, et avant de passer à la section suivante, que tu nous donnes quelques exemples que les auditeurs pourraient essayer de faire et mettre dans les commentaires, peut-être d'écrire 3-4 phrases courtes sur des thèmes que tu donnes de façon régulière. Je te demande pas tes petits secrets, Oui, mais voilà, des choses que tu peux donner de façon régulière, qu'on peut faire de façon rapide, et que les auditeurs pourraient tenter en commentaire dans le podcast. oui, avec plaisir. J'aime bien partir des sensations. Donc, par exemple, un thème sur lequel j'aime beaucoup travailler, c'est un lieu où on se sent bien. Donc, décrire ce lieu, imaginer qu'on est dans ce lieu, et puis se connecter à ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on entend, voilà, la façon dont on est ancré aussi dans le sol, enfin voilà, être dans toutes ces petites sensations, et puis de décrire ce moment. Et après, moi j'aime bien aussi tout ce qui est les petites listes, hein, avec des petits inducteurs comme euh, ce qui me procure de la joie, ce qui me rend triste, ce qui me met en colère, enfin des petits inducteurs comme ça où on a juste à lister comme ça les mots comme ils viennent sans réfléchir. Moi je dis souvent aux gens, ne réfléchissez pas, en fait, prenez ce qui vient, parce que c'est dans ce qui vient que vous allez prendre un chemin qui va vous étonner. Et en fait, quand on est comme ça, dans un état de réceptivité, et qu'on dit, voilà, je contrôle pas, je laisse juste venir les choses, les mots qui me viennent, c'est vraiment intéressant. Quand, par exemple, j'anime des ateliers d'écriture en ligne, ce que je fais, c'est que je fais des propositions d'écriture et je les fais avec les participants. Donc, je les prépare pas avant. Enfin, je fais pas un brouillon avant pour justement me laisser vraiment aussi, moi, dans cet état de surprise. Et donc, bah voilà, je suis moi aussi surprise par ce qui vient, et je pourrais reproduire la même proposition avec un autre groupe, et c'est autre chose qui viendrait, quoi. C'est ça qui est intéressant. J'ai l'impression que l'intuition du moment est corrélée à l'émotion du moment, et qu'elle n'est pas forcément corrélée à quelque chose d'immédiatement profond. À mon sens, il faut que ce soit un travail de longue haleine, parce que quand tu fais par exemple ce qui me met en colère, c'est à l'instant où la personne a sa liste en tête, mais ça remonte pas par exemple à l'enfance. Là, il faut aller chercher loin, il faut un travail long. L'instantanéité, c'est souvent corrélé à des émotions immédiates. C'est rarement tout de suite quelque chose qui va chercher dans le profond. Donc j'imagine que ton accompagnement, c'est quelque chose qu'on prend sur une longue durée. C'est pas quelque chose que tu peux prendre pour 2 mois, 3 mois, et puis dire, bon, bah ça suffit, on s'arrête là. Oui, alors j'essaye de bien entendre ce que tu évoques. Tu veux que je le précise différemment ? Non, non, On peut faire une aparté là-dessus si tu veux. On peut faire un petit... Et puis on coupera un peu plus haut. Non, Mais, non, c'est intéressant. on- Ce que, en fait, ce dont tu parles, toi, je pense, c'est plus d'une écriture introspective, d'une écriture donc, qui va être plus de recherche antérieure, etc. Euh, et ça, c'est, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas pour moi, dans ce que je vois, euh, ce qui va surgir dans l'écriture comme ça, spontanée et assez immédiate, moi, quand je fais des accompagnements, je fais travailler les gens sur des temps d'écriture en fait assez courts, hein. Très souvent, c'est 10 minutes maximum, parce que le but, c'est que le mental ne vienne pas organiser le propos, ne vienne pas, tu vois.
parce que ce qui m'intéresse, c'est la façon dont les choses jaillissent, un peu dans leur côté brut. Et après, l'écriture dont tu parles, c'est très intéressant, c'est quelque chose qu'on peut retravailler, tu vois. Mais le D'accord. fait de court-circuiter le mental, ça va peut-être faire advenir des... Par exemple, tu parles de la colère, c'est très intéressant. Ça va peut-être faire advenir des choses qui paraissent anodines, mais qui là, dans la manière dont elles vont surgir, vont t'étonner et qui peuvent tout à fait parler de quelque chose de plus profond qui remonte à ton enfance. Après, tu pourras le creuser, mais tu vois, c'est vraiment une écriture que je propose. C'est pas la recherche de construction pour moi, c'est vraiment le jaillissement. C'est ça. Et après, ça n'empêche pas que les gens peuvent retravailler dessus, etc. Mais c'est ce Hmm. matériau brut qui m'intéresse parce que ça vient aussi du coup travailler avec notre inconscient et que ce que je trouve intéressant dans l'écriture créative, c'est la manière dont elle nous relie, spontanée, pardon, c'est la manière dont elle nous relie à notre intériorité en nous faisant voir des choses différemment. Tu vois, parce que on a tous effectivement, voilà, nos blessures d'enfance, etc. Et quelque part, on a aussi un narratif là-dessus chacun. Tu vois, on a construit, voilà, et c'est très intéressant. Mais dans l'écriture créative spontanée, ce que je trouve très riche, c'est que il y a des choses qui vont s'exprimer, mais très différemment, et avec aussi un langage qui va être peut-être plus poétique et donc plus décalé. Tu vois ce que je veux dire? C'est un accès en même temps très direct à l'intériorité et en même temps un peu décalé. Je ne sais pas comment exprimer ça peut-être. Je comprends ça. Effectivement, du coup, ce que tu cherches à obtenir, c'est qu'on perde le filtre du Ouais, conscient, qu'on enlève, on débranche le temps d'écrire. Et puis, bah, des fois, effectivement, il y a des choses qui pourront aller chercher plus loin que ce qu'on imagine. Ok, je comprends mieux et je pense que j'avais pas forcément bien compris le principe que tu voulais développer. Ok, bah, du coup, ça me parle un peu plus que ce que tu disais tout à l'heure. Et après tout, comme je te disais, je suis pas toujours pas d'accord, mais là, c'est bien juste que sûr. j'avais mal compris. Mais c'est Je riche suis de pas pas être toujours. d'accord, je trouve. Alors oui, bah si il se trouve que je suis pas d'accord, j'hésiterai pas à le dire. Mais là, en l'occurrence, je pense que j'exprimais une question, voilà, une vraie interrogation en me disant, ce côté d'écriture-là me paraît difficile à aller chercher loin parce en fait, il faut complètement déconnecter. Et du coup, à mon avis, c'est un des défis auxquels les personnes que tu accompagnes vont être confrontées. C'est comment est-ce qu'on fait pour complètement déconnecter, pour explorer cette partie créative. Oui, alors c'est vrai que je dis toujours, je pense que c'est compliqué d'imaginer en fait cette expérience. Souvent, je me dis, c'est vrai que j'en parle, j'explique, mais c'est vrai que je pense que c'est en la vivant forcément qu'on comprend, parce que dans l'écriture créative et dans les propositions d'ateliers d'écriture qu'il y a ou d'accompagnement par l'écriture, je pense que chaque personne propose des choses assez, assez différentes. Euh, mais effectivement, je crois que ce qui caractérise peut-être mes accompagnements en écriture créative, c'est peut-être la poésie. Moi, j'aime beaucoup la poésie, j'écris de la poésie, j'ai un goût prononcé pour la poésie. Et pourquoi je crois? Parce qu'au fond, c'est un langage qui nous connecte à des choses très profondes en nous, et en même temps, il y a beaucoup d'incompréhensibles et d'invisibles dans la poésie. C'est-à-dire qu'un poème, chaque personne va le recevoir différemment. Ça parle de choses très fortes, mais en même temps, parfois avec peu de mots. Enfin, et je crois que ce goût de la poésie que j'ai, ça crée mon rapport au monde aussi et au langage. Et dans mes accompagnements, au fond, je crois que j'aide les personnes aussi à faire affleurer comme ça la poésie de leur être, de ce qu'ils sont, et de leur existence. Et tu vois, c'est aussi ça pour moi, la poésie, ce pas de côté. C'est-à-dire que dans la poésie, il y a quelque chose d'incompréhensible, quoi. Tout n'est pas dit. Tu vois, il y a du silence entre les mots dans la poésie. Et c'est un petit peu cette manière-là que j'ai de travailler. J'entends bien, mais là tu réponds à côté de la question. Oui, je t'ai demandé en fait quels étaient les défis les plus courants que rencontraient les gens qui venaient chez toi et
t'as débrayé direct sur la poésie de la pratique, ce qui est très bien en soi, c'est même poétique comme pas de côté, mais ça répond pas à la question. Oui, pardon, j'étais partie sur autre chose de la question d'avant, je C'est crois. ça, J'étais exactement. encore Je pense sur que la tu as question continué de... à répondre. Voilà. Voilà. J'ai rebondi sur... Alors, les défis auxquels sont confrontées les personnes, ben, très souvent, je pense que c'est le fait d'avoir envie d'écrire et de penser qu'ils n'écrivent pas bien ou qu'ils n'y arrivent pas ou qu'ils n'osent pas parce que euh, il y a un peu cette barrière de ce souvenir scolaire des rédactions, des dissertations, tout ça. Donc cette vision-là de l'écriture qui est complètement, enfin que je comprends complètement et qui est normale hein, vu la manière dont ça nous est enseigné. Euh, je pense que ce que j'entends aussi régulièrement, c'est l'envie d'écrire régulièrement, mais la difficulté à s'y mettre. Et donc, euh, le- l'importance d'avoir des propositions ou un coaching pour avoir quelqu'un qui te guide, qui te lit. Voilà, je pense que ces défis-là, alors par exemple des gens qui vont me dire, voilà, j'aime beaucoup écrire, etc. Et j'adore cette expérience, mais c'est vrai que j'ai du mal à le mettre en place dans ma vie quotidienne. Voilà, je pense que c'est les deux plus grands défis, je pense, que je vois. Voilà. Alors du coup, je me pose une question en fait, et qui est pas prévue au programme. Les gens qui viennent te voir, viennent-ils te voir parce qu'ils ont des blocages dans leur écriture et qui voudraient par exemple écrire un livre, écrire une nouvelle, ou est-ce que c'est vraiment un besoin d'accompagnement et ils savent que l'écriture créative, parce que quelqu'un leur a dit que ça pouvait les aider, pour débloquer un problème intérieur, viennent te voir pour ça, ou est-ce que c'est vraiment on va dire des apprentis écrivains? Alors, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, hein, apprenti écrivain, il faut bien apprendre, et parce que apprendre, enfin, écrire, ça s'apprend. Donc voilà, ma question est vraiment là. Est-ce que les gens qui viennent te voir, c'est des gens qui ont besoin d'aide, même si tu dis bien que tu n'es pas thérapeute, de quelque chose qui s'approche de ça, ou est-ce que c'est des gens qui ont besoin d'aide pour l'écriture et à travers l'écriture et qui souhaitent écrire tout simplement? J'accompagne pas du tout des personnes dans l'écriture d'ouvrages ou c'est pas du tout ça que je fais par exemple. Et il y a des personnes, les personnes qui viennent me voir ont c'est des personnes donc d'horizons d'âge très différents. Il peut y avoir des personnes qui euh, sont dans des passages compliqués de leur vie, qui sont par ailleurs en thérapie, mais qui ont besoin de passer par une aide à travers l'écriture créative pour, je dirais, oui, passer un moment difficile dans leur vie ou retrouver leur souffle. J'ai un programme d'ailleurs d'écriture créative qui est destiné aux thérapeutes qui s'appelle Reconnecting et qui est un programme pour aider à retrouver son souffle, le sens de sa mission. Voilà, donc quand on se sent un petit peu essoufflé, ouais, un petit peu dans un passage compliqué. J'ai des personnes qui ont envie qui viennent me voir pour creuser leur voix, c'est-à-dire que trouver leur voix singulière, c'est-à-dire qu'elles aiment écrire, mais elles ont envie d'écrire plus régulièrement, plus facilement, et de trouver un peu leur voix, leur façon singulière d'écrire. Euh, et j'ai des personnes qui aiment écrire et qui ont envie de venir parce que je leur fais des propositions qui sont des occasions de continuer à écrire, tu vois. J'essaye de penser un petit peu. C'est déjà pas mal. Ah, J'avais peur voilà. que ça tourne en pub et en fait non. Enfin, ouais, j'avais peur que cette question-là tourne en publicité à ton Oui, égard et non, en fait, je m'aperçois bien que même si effectivement t'as de l'accompagnement, je trouve que l'accompagnement au thérapeute c'est une très bonne idée et le fait que des gens viennent te voir pour développer leur créativité et leur écriture rentre dans le thème. Donc bon, même s'il y a un côté où c'est important de comprendre ce que tu fais et c'est important de bien l'exprimer. Parmi les défis et les peurs sur lesquels on était parti, il y a quelque chose qui peut être vraiment un gros challenge, c'est le perfectionnisme. Parce qu'il faut vraiment, dans ce genre d'atelier, apprendre complètement à lâcher prise. Est-ce que tu as des astuces, des petits conseils à donner pour qu'on puisse se relâcher complètement?
Le perfectionnisme, en fait, c'est quelque chose qui vient de notre besoin de contrôle, hein, qui est tout à fait humain. Euh, et en fait, dans mes accompagnements, on- 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 je crois qu'assez vite, euh, on oublie ce côté-là, puisque, comme je te disais, on travaille beaucoup à court-circuiter le mental. Et donc, on va beaucoup travailler, en fait, dans le jeu. Euh, L'écriture créative, pour moi, c'est jouer avec les mots. Donc, on va travailler dans un esprit d'enfant et on rigole d'ailleurs dans les ateliers, par exemple. Mais c'est aussi le cas en coaching individuel. Mais il y a beaucoup de, on rigole beaucoup. Il y a beaucoup de, ça pétille, si tu veux. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai des, des, des- des astuces en fait pour comment dire, éviter le perfectionnisme. Je pense que quand on se met dans un état euh, où on accueille ce qui vient, on se relie à ses sensations, à ses émotions, et que on est dans l'état de l'enfant qui joue. Alors je donne un exemple, ça peut être le petit conseil que je pourrais donner aux personnes, par exemple, c'est de se balader avec toujours un petit carnet sur soi, et puis des stylos, des feutres, des crayons de couleur, mais voilà, d'être dans un parc et de se dire, ah, ben, je vais noter quelques mots sur, voilà, je suis au milieu d'arbres, qu'est-ce qui me vient, ou alors je vais dessiner, ou c'est comment retrouver cet état, cet esprit d'enfance, en fait, d'être dans le jeu. Et je crois que ça, euh, on l'a en lâchant l'idée d'un résultat. Euh, et ce que je propose dans l'écriture créative, c'est vraiment accompagner les gens dans le voyage. C'est-à-dire que je leur dis toujours, au fond, le résultat nous importe peu, parce que ce qui compte, c'est le chemin que vous faites, et c'est comment le texte, hein, ce que vous avez écrit, ça parle de vous. Et franchement, enfin, j'ai toujours été éblouie par ce que les gens produisaient, parce qu'en fait, quand quelqu'un est dans son texte, enfin, c'est quand tu entends une voix, c'est magnifique. En fait, quand tu entends la personne telle qu'elle est, avec sa façon, ses mots, son rythme, sa façon enfin, ses images à elle, etc. Donc, je dirais, c'est plutôt lâcher le perfectionnisme, pour moi, c'est plutôt du côté de comment je peux entretenir dans ma vie une créativité qui est tournée autour du jeu et du plaisir, en fait. Voilà, qu'est-ce qui vous fait plaisir, en fait, tu vois? Donc, si c'est, alors, c'est l'écriture, mais si c'est de faire des bouquets de fleurs, si c'est de cuisiner, si c'est d'inventer des jeux avec vos enfants, c'est tout ça, hein, pour moi, la créativité. On est en plein Voilà. dedans, j'entends bien. Du coup, en fait, ce que tu dis là, c'est qu'il faut s'autoriser l'expérimentation et l'imperfection. Faut se laisser aller à ce que rien soit parfait, et c'est pas grave. Là où on va, le chemin est aussi important que le résultat, voire plus important. Alors, après, c'est pas toujours simple. Je prends mon cas personnel où j'adore faire des origamis. C'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Vraiment, hein, pour moi, c'est un élément très très important, même si je le fais pas tout le temps, en tout cas, je regarde régulièrement, je m'inspire, je m'influence et tout. Le résultat, c'est quand même quelque chose d'important. Et quand on fait 3, 4, 5 boules de papier pour toujours ne pas y être arrivé, le chemin est pénible et le résultat est nul. Donc, non mais en fait, il y a quand même une progression malgré tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois, même si j'ai pas réussi, j'ai quand même fait mieux la fois d'après que la fois d'avant. Et au fond, je sais que je finirai par y arriver. Il y a des trucs, voilà, qui sont encore hors de ma portée. C'est tout ce genre de choses que j'aime, moi, dans la créativité. Au fond, c'est que c'est vrai, même si punaise, j'ai pas réussi, bah quand même, j'ai réussi quelque chose. Oui, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que bien sûr aussi que dans la créativité, le résultat va compter, parce que par exemple, bah, quelqu'un qui écrit un livre, il y a un objet final. Donc la créativité, c'est un processus. Il y a des moments, d'ailleurs, le processus est douloureux, comme tu dis aussi. Il y a des moments où on est insatisfait, etc. C'est voilà tout ce processus. Mais je crois que
ce sur quoi je travaille et qui m'intéresse fondamentalement et le plus, c'est ce moment de jaillissement en fait, où on est dans cette chose qu'on fait par exemple toi, où tu es complètement absorbé dans l'origami que tu fais et cette manière que ça va avoir de, de t'absorber complètement, de te faire oublier le temps. Et bien sûr qu'après, effectivement, la créativité, elle est parfois mise au service d'un projet, donc le résultat va compter, etc. Mais pour goûter, je trouve, la puissance de la créativité, c'est important d'être connecté à ces moments-là de jaillissement. Parce que je crois que c'est ces moments-là, euh, tu vois, qui nous rendent profondément vivants, en fait. Et alors, je sais pas, ce sera intéressant, je ne sais pas si toi, par exemple, tu as déjà expérimenté ça, mais moi, ça me l'a fait plusieurs fois de me rendre compte qu'en fait, euh, ce que j'ai préféré dans une aventure créative, même s'il y avait un résultat, bon, parfois ça peut être un petit recueil de poèmes par exemple, et ben de m'apercevoir que au fond, ce qui était le meilleur moment, quoi, comme tu dis, c'était le voyage, quoi. Et que bien sûr, il y a cette satisfaction d'avoir cet objet final, etc. Mais que au fond, parce que pendant le voyage aussi, qu'est-ce qui se passe? On découvre tellement de choses sur soi, tu vois, on est tellement connecté à soi, c'est On est tout seul dans sa tête et dans sa bulle pendant ce moment-là. Il n'y a plus rien qui compte et n'importe quoi qui viendrait perturber ça devient une agression en fait. C'est très compliqué quand on est en famille parce que ça peut difficilement se partager et c'est pas forcément bien compris. C'est quelque chose qui demande, voilà, ça demande limite une bulle à soi et en fait, moi, c'est fondamentalement ce que je vais rechercher. C'est-à-dire que dans une famille de 5 comme on est là, ces moments d'origami ou les moments où je vais passer 3 heures à aller au bord de la rivière pour aller pêcher, c'est une déconnexion complète que je cherche. Et j'ai surtout pas envie de me faire envahir par le quotidien. Et fondamentalement, je pense que ce genre d'exercice créatif, c'est aussi une des fonctions que ça a, c'est-à-dire de faire en sorte que le monde autour de soi disparaît et qu'on se reconnecte complètement avec soi-même en étant uniquement concentré sur des exercices qui s'apparentent dans mon cas à de la motricité fine, à de la réflexion en 3D, à de la compréhension de plans, à des choses comme ça. Bon, ça me concerne, ça me plaît à moi, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais quel que soit, même s'il s'agit dans ton cas d'avoir quelqu'un que tu connectes à lui-même pour qu'il puisse écrire des choses qui lui plaisent, avec une liste de petits bullet points, ou bien aller chercher en lui les moments heureux, comme tu disais tout à l'heure, eh ben, tout ça, ça permet de se connecter à soi et de se permettre en fait une expérience. De se dire, voilà, quand tu sors de là, t'es libre pour une semaine. Ta tête est vide pour une semaine. Non, vraiment, j'adore ça. Tu sais quoi, tout à l'heure, tu parlais d'un truc. Alors, je parle beaucoup, là, je suis désolé, normalement, il y a plus de place pour toi et je ferai un aparté là-dessus. Mais ce que tu disais tout à l'heure m'a réveillé une lecture que j'ai faite. Alors, je sais pas si ça se traduira très facilement. C'est un prof qui avait une élève, un prof d'anglais, ça se passe en anglais, hein, je crois que c'est aux États-Unis, qui avait une élève. Et son élève, ça faisait partie, on va dire, des élèves qui n'y arrivaient vraiment pas bien en classe, qui étaient toujours avec, qui n'arrivaient pas à s'exprimer. Et un jour, parce qu'elle a fait une erreur, elle a écrit le meilleur texte que ce gars ait jamais lu sur 2 lignes. Il posait la question, il y avait les premières lignes, il y avait un monstre dans une cage, l'histoire c'est ça, et des scientifiques qui regardent ce monstre dans la cage. Et elle devait continuer le texte. Et au lieu d'écrire « It stares at them », c'est-à-dire « il les regardait », elle a écrit « I stare at them », je les regardais. Et elle a fait une inversion complète entre le monstre et les scientifiques qui examinaient, qui est absolument fabuleuse, juste parce qu'en fait, elle a bêtement oublié une lettre en anglais. Mais elle a fait une inversion de sens complète, et le prof a sauté sur l'occasion pour encenser cette jeune fille et dire « Voilà, bravo, félicitations ». La nana n'a pas pu dire, évidemment, que
n'a pas... C'était même pas certain que ce soit une erreur. Peut-être qu'au fond, elle se sentait, elle, comme ça. Il y a plein de possibilités sur lesquelles on peut embrayer, et c'est tu m'as fait remonter cette histoire-là tout à l'heure en me parlant, en imaginant la possibilité d'aller chercher quelque chose de très profond en soi qui sortirait par accident. Et voilà, je voulais mettre ça, on va finir la partie là. J'adore cette histoire parce que ça met en lumière à la fois la qualité du professeur qui est capable de rebondir sur quelque chose pour tirer le meilleur de la personne en face, sur quelqu'un qui vraiment apparemment s'était loupé toute l'année, avait fait une année vraiment pas bonne, mais peu importe, parce que sur un truc, sur un mouvement, sur un geste, elle a retourné la totalité et elle a été applaudie par toute la classe. Enfin voilà, l'histoire est racontée de façon très très jolie et elle m'est vraiment restée. Je garde ça dans un coin de ma tête parce que j'aimerais un jour avoir ce moment-là, moi, mon I stare at them, où je peux dire ah putain, je savais pas que ça serait comme ça. Et en fait, c'est super bon. Voilà, C'est une magnifique histoire qui nous dit aussi à quel point la créativité, c'est comme on disait tout à l'heure, ce pas de côté. Euh, ouais, c'est tout d'un coup parce que finalement, en faisant cette erreur ou je sais pas, en modifiant la consigne, elle a changé complètement le point de vue. Tu vois, elle a ouvert une autre perspective, quoi. Pour moi, c'est ça la créativité. C'est complètement. incroyable. Merci pour ce Ouais, partage. bon, je crois que je vais le garder en Ah fait oui, ce il faut, moment-là. c'est beau, c'est très beau. Ok, je vais le garder, mais j'avoue que je suis toujours ému. Alors après, je suis un garçon sensible, mais ce genre de choses m'émeut beaucoup, et quand je me mets à parler avec mes tripes, je peux parler longtemps. Or, je suis pas là pour parler simplement de moi, mais je voulais vraiment partager ce truc-là avec toi. Je vais avoir du mal à reprendre un peu le fil, mais c'est pas grave. Pour booster la créativité dans la vie quotidienne, est-ce que tu peux donner quelques conseils? Alors, j'aime bien ton idée de liste et de se promener avec un carnet. Est-ce que tu as d'autres conseils? J'ai pas vraiment tu sais, d'astuces comme ça, de petites règles, On dirait que t'as pas de boîte à outils, tu travailles un peu freestyle en mais fait. c'est parce que honnêtement, c'est vrai que je vois, parce que je suis sur les réseaux, et c'est vrai que il y a beaucoup, tu sais, parfois sur les réseaux, ces tips et ces règles et tout, mais en réalité, je vais te dire vraiment, quand je vois quand les personnes, il n'y a pas de règle. Enfin, je veux dire, ce qui marche pour une personne ne marchera pas pour une autre. Enfin, c'est tellement, l'humain est tellement vaste et tellement divers. C'est plutôt, moi, je dirais, c'est plutôt l'idée de comment est-ce que je mets dans mon existence, à ma manière, une saveur de jeu, une saveur d'enfance, une saveur de plaisir en fait. Comment remettre tout ça au cœur de notre quotidien. Donc c'est sur des choses toutes simples, mais par exemple, tu vois, je vais au travail à pied, tiens, et puis si aujourd'hui je prenais un autre chemin, et, euh, d'habitude je fais le chemin en écoutant un podcast, bon je donne un exemple, hein, et pourquoi aujourd'hui Oui, par exemple. je, je serai pas dans le silence et puis je regarde autour de moi. Tu sais, souvent on s'aperçoit que on vit dans des lieux, on vit dans nos quartiers, puis il y a des choses. Un jour, tu dis, mais j'avais jamais vu ce petit passage ou cette petite cour arborée. Et c'est voilà, c'est comment insuffler cet esprit tu sais, cet esprit d'enfance, parce que les enfants, il y a ce côté de l'expérience au centre, quoi, d'avoir envie d'essayer des choses, et que parfois on perd un petit peu en devenant adulte. Donc, je dirais, s'il y avait des petits tips à donner, c'est comment vous pouvez mettre de la nouveauté, faire les choses autrement. Je sais pas, au travail, plutôt que de manger mon sandwich comme d'habitude dans mon bureau, et ben pourquoi je vais pas passer un moment dans un square à côté, tu vois. Donc c'est beaucoup ça, l'esprit d'enfance et de jeu, je dirais, et quand même, moi je trouve la créativité, pour mettre de la créativité dans sa vie, comme c'est quelque chose qui se nourrit, je dirais être attentif à la beauté.
Et un exercice alors quand même pour donner un petit un petit tips, peut-être cet exercice que propose, c'était Martin Seligman, je crois, qui propose ça, qui est le fondateur de la psychologie positive, l'exercice de la gratitude, c'est-à-dire le soir dans son petit carnet de noter que, voilà, 3 choses pour lesquelles on ressent de la gratitude. Et du coup, souvent, on va se concentrer sur quand même la beauté de nos existences, et que ce soit d'avoir savouré un bon café, d'avoir joué avec ses enfants, d'avoir vu une belle expo, enfin tu vois, toutes sortes de petites choses, mais voilà, c'est ce que je dirais. Ça, j'aime bien. En fait, ce que tu dis là, c'est que plutôt effectivement que d'avoir des astuces pour booster sa créativité, en fait, il faut que ça devienne une habitude de vie, et il faut que ce soit quelque chose qu'on intègre directement à son mode de vie, et qu'on s'entoure d'un environnement où qu'on arrive à voir son environnement comme quelque chose de stimulant. Voilà, Et comme tu dis, qu'on soit capable d'apprécier la beauté de ce qui nous entoure. C'est pas si simple. bien sûr. Ça a l'air d'un conseil facile comme ça. Regarde ce qui est beau autour de toi. Quand t'as une vie qui fait métro, boulot, dodo en région parisienne, debout, pas de métro, boulot pour nous à Rennes. Enfin, on a une ligne de métro qui marche sur 2, mais la deuxième, j'aimerais bien qu'ils nous la remettent en route. Bien sûr. On a du mal. On a beau être dans des environnements très agréables, on a du mal à voir le beau, et spécialement quand ça va pas dans ta vie. Ouais. Quand t'as l'impression que la vie te fout en l'air, que tu prends des claques et des claques, t'as du mal à aller chercher le beau et à te dire « Ah ouais, putain, je vais pas bien. Ouais. Je mettrai un coin de canard sur mon gros mot. Mais tu te dis « Ah, punaise, c'est vraiment... Je suis au fond du seau, mais le coucher de soleil est vachement beau. » C'est pas simple. Bien sûr. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, et tu vois, c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai un peu de mal avec les règles, parce que quand je regarde les vies qu'on a et les vies autour de nous, je veux dire, on a des vies qui sont avec beaucoup de contraintes, on a des vies qui sont chargées, on est dans un monde de l'information, de la communication en permanence, enfin, tu vois. Et en fait, ce que je constate quand même, c'est que on est beaucoup surchargé, tu vois. Il y a une sorte d'oppression quand même dans ce monde contemporain. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de partager avec les gens, c'est que la créativité, pour moi, c'est complètement à l'inverse de ça. C'est-à-dire, c'est la douceur envers soi, c'est créer de l'espace. Donc, en fait, j'ai envie de transmettre aux gens, pour mettre de la créativité dans votre vie, d'abord, voilà, soyez doux envers vous-même, quoi, pas d'injonction ou mais faites à votre manière. Et au fond, c'est déjà là. Tu vois, c'est vrai que quand tu rencontres les gens, et moi je vois même, je vois mes collègues, je travaille dans des structures de soins, donc c'est des grandes équipes avec des gens qui ont des professions très très différentes. Bon, et je les observe parfois comme ça dans les réunions, et je me dis, mais quelle richesse des diversités de personnalités, etc. C'est ça aussi la créativité, c'est la façon dont chacun a un regard différent sur le monde. Donc, quelque part, tu vois, c'est là en nous, et ça ne demande qu'à s'exprimer. Mais je pense que on est dans des vies où parfois il n'y a pas assez d'espace pour que ça s'exprime. Je pense que c'est parce que tu es créative que tu arrives à voir cette richesse chez les autres. Je pense pas que tout le monde voit ça comme toi ou comme moi. On me reproche régulièrement, et ma famille le fait souvent, de parler à tout le monde et pour n'importe quoi. Mais en fait, pense fondamentalement que si je le fais, d'abord, c'est parce que j'en ai besoin. Et 2, que je me dis que je réponds aussi à un besoin de la personne en face. Je m'explique. À côté de chez moi, il y a un Super U. Je parle systématiquement pour quelques mots avec chaque caissière ou caissier, ou agent de caisse, je sais pas comment on les appelle maintenant, systématiquement. Parce que ces gens, ils nous voient pas, et on les voit pas.
Ils ont besoin qu'un jour quelqu'un leur fasse une plaisanterie ou remarque qu'ils n'ont pas l'air d'aller super bien et leur propose de l'aide. Ou parce que c'est ce que je fais vraiment. C'est-à-dire que je pense sincèrement, notamment à une jeune dame à côté de chez moi qui avait vraiment l'air au fond du seau et je lui ai dit mais vous avez besoin d'aide, vous avez vraiment pas l'air bien. Et elle a dit écoutez, je suis en deuil. J'ai dit, je le comprends, je vous présente mes condoléances, vous avez dû perdre quelqu'un de très cher parce que ça se voit vraiment, vous êtes marqué. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider ? Qu'on soit capable de se connecter avec les gens autour de nous et d'être capable de voir ce que les autres ont en eux. Mais oui, et puis tu sais, la créativité, c'est, elle s'enrichit de l'altérité aussi, parce que la créativité, c'est le nouveau, c'est quelque chose, pour faire advenir quelque chose qui n'existait pas encore, je trouve que qu'est-ce qu'il y a de mieux que, voilà, que l'altérité, que ce qui nous fait bouger en fait aussi. Chacun. C'est parce qu'on est entouré de personnes différentes qui ne pensent pas forcément comme nous, qu'on est aussi amené intérieurement à bouger, à changer notre regard, à évoluer. Et ça, c'est créatif. La créativité, au fond, c'est le mouvement de la vie en nous. Moi, je trouve. C'est ce qu'on a tous, voilà. Ouais, bah moi ça bouge vachement. Je voulais revenir avec toi parce que c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais en fait il est un peu en creux dans tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est le rôle des loisirs ou des passions extra-pro pour l'épanouissement créatif. Alors, j'entends bien que des gens viennent te voir parce qu'ils ont ce besoin et cette envie. Est-ce qu'il y a d'autres types d'activités extra-professionnelles que tu peux rencontrer? Tu veux dire dans les gens qui viennent me voir? Oui, oui, bien sûr, mais peut-être même, tu sais quoi, peut-être même simplement à ton niveau à toi. Est-ce qu'en dehors de l'écriture, il y a des choses que tu Oui, pratiques? ben, en fait, tout ce qui va nous nourrir, quoi, ce qui va nourrir, voilà, nos expériences. Donc, effectivement, je trouve que c'est génial, tout ce qui est les loisirs et puis tout ce qui va nourrir notre besoin de contemplation. Euh, Moi, je sais que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup marcher, par exemple, me perdre comme ça, marcher en ville, me perdre dans la contemplation des immeubles, des arbres. Voilà, ça, c'est quelque chose qui nourrit beaucoup ma créativité. Euh, mais mais en fait, la créativité, elle se nourrit aussi. Moi, j'aime beaucoup le quotidien, en fait, la poésie du quotidien. Donc, oui, je crois que tout est l'occasion de nourrir sa créativité du moment qu'on a cette envie tu vois, d'accueillir ce qui vient et puis de, de- d'accepter ce que ça fait en nous. Mais bien sûr, c'est super que ce soit les voyages, les cours de danse, enfin, je sais pas, toutes les activités que les gens peuvent avoir, mais bien sûr, c'est une ouverture quoi, sur autre chose. C'est une manière aussi, je pense au voyage, de décaler son regard. Quand on est ailleurs, le regard qu'on porte sur notre vie, tout d'un coup, il change aussi. On prend de la distance, enfin. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, euh, pour moi, nourrir sa créativité, ça peut passer par plein de choses différentes et des petites choses, ça peut être des petites choses toutes simples, quoi. Selon Je suis... ce qui plaît à chacun. C'est vrai que, alors, en coaching, par exemple, j'entends beaucoup de gens qui ont un lien très fort avec la nature, où tu sens que le ressourcement et où le besoin de contemplation est nourri dans la nature, hein, comme toi tu disais par exemple pour la pêche auprès de l'eau. Ah oui, moi c'est vital. Ouais, Ah oui, c'est oui. intéressant ça comme activité, hein, parce qu'effectivement il y a ce silence, en même temps on est dans la nature, enfin il y a plein de choses je pense dans la pêche. C'est pas toujours une activité qui est bien comprise et qui parfois est décriée parce que bah, les gens ont dans l'idée que pêcher ça fait mal aux poissons. Mais en réalité, ce qui est intéressant pour moi,
c'est que je vais m'immerger dans la rivière. Alors, je pêche à la mouche et je suis dans l'eau jusqu'à la taille. Et surtout, je suis pas du tout obligé de pêcher en fait. Je peux marcher 2-3 heures dans l'eau et simplement regarder, écouter les oiseaux, regarder la nature autour de moi. On voit des choses que les gens voient jamais. On voit des animaux que les gens voient rarement. J'ai eu des écureuils à 2 mètres de moi parce que quand on est dans l'eau, ils ne font pas attention à nous. J'ai vu des martres, des fouines, des hiboux, des chouettes, des poissons évidemment, chose que les gens voient quasiment jamais parce qu'eux ils sont pas... Enfin, ils sont dans l'eau et les gens passent au-dessus des ponts mais rarement au bord de l'eau. Et du coup, oui, on voit énormément de choses et ça permet pendant quelques heures au soleil d'avoir juste le bruit des insectes, le bruit de l'eau et regarder. Ah oui, de temps en temps, j'attrape un poisson parce que je suis pas mauvais non plus. Et puis je relâche mon poisson. Et du coup, voilà, je pourrais reprendre ce poisson plus tard. Et au fond, ça a un côté pour moi de déconnexion et de reconnexion. C'est-à-dire que je déconnecte pendant le trajet jusqu'à la rivière et je me reconnecte quand je suis dans l'eau. Et je redéconnecte quand je requitte l'eau. C'est assez particulier comme approche, mais ouais, je me concentre sur ce que je vais faire avant d'y arriver. C'est passionnant, cette thématique, moi c'est une thématique que je trouve aussi passionnante. Elle est beaucoup en lien avec la créativité, mais la thématique du ressourcement, comment les personnes se ressourcent. Et la créativité, je trouve que c'est un ressourcement en profondeur, c'est-à-dire que on voit bien que quand on sort d'une activité créative, par exemple, intérieurement et dans son énergie vitale, on n'est pas du tout dans le même état que, par exemple, si on passe une demi-heure à être sur les réseaux sociaux, par exemple, tu vois. Il y a quelque chose de nourrissant dans la créativité en profondeur. Il y a quelque chose, je trouve, qui nous reconstitue, tu vois, intérieurement. Complètement. Autant je passe du temps sur les réseaux pour chercher des invités, par exemple, pour le podcast. Et là, j'ai l'impression que c'est pas une perte de temps. Autant j'ai beaucoup plus de mal avec regarder la télévision ou toutes les activités qui sont supposées, avec des grands guillemets, vider la tête. Mais en fait, c'est pas du tout une activité enrichissante de se vider la tête. C'est plutôt une activité qui te rend un peu comme un légume, un demi-lézard qui se chaufferait au soleil sans remuer. J'ai beaucoup de mal avec ces activités-là. J'y arrive pas en fait. Si je regarde la télé, je cherche un film ou je cherche sur YouTube une émission qui va m'apprendre des choses. Mais la télé, ça fait peut-être des années que je la regarde plus pour la télé. Et je pense que bon, toutes les activités, ça nous fait aussi parfois du bien d'être dans des activités comme ça où on déconnecte et où il y a une sorte de passivité. Et c'est juste que je pense que c'est important qu'on ait conscience tu vois, après de se dire, ah tiens, c'est vrai que quand je suis dans cette activité-là, ben, la façon dont j'en ressors intérieurement, c'est pas la même que, voilà. Donc juste être conscient, voilà, je pense que des fois ça nous fait du bien d'être sur les réseaux sociaux, des fois ça nous fait du bien, tu vois, d'être juste en mode un peu passif, quoi. Mais je dirais, voilà, être conscient qu'il y a d'autres activités qui peuvent vraiment nous régénérer intérieurement, comme je trouve que ça parle bien dans la pêche, ce côté de être relié à la nature et être relié à soi. Et voilà, c'est vrai que moi, rien que quand tu en parles, je sens la puissance de ça, tu vois, de ce moment-là. Après, je le vis pleinement, donc ça fait un moment que je le fais, et donc j'ai eu le temps d'y réfléchir, donc je peux l'exprimer de façon assez claire. Mais je suis convaincu que c'est le cas de beaucoup de pêcheurs et que beaucoup de gens vont à la pêche simplement pour ce contact avec la nature et pour être dehors. Il y en a d'autres qui sont des compétiteurs et qui cherchent absolument à faire mieux que les copains ou carrément à faire des compétitions. Mais en attendant, c'est pas du tout, aujourd'hui en tout cas, c'est plus du tout ma façon de voir. On va reprendre un peu le cours. Mais j'adore ce genre d'aparté. Sincèrement, c'est aussi des moments qui font que le podcast est plaisant. C'est que, comme je t'avais dit, il y a des fois, voilà, on va partir un peu de travers. Pareil, c'est notre pas de côté à nous. Et puis, ça rend le truc vivant aussi, parce que fondamentalement, on n'a pas dit de bêtises. Et on a parlé dans le cadre du thème, mais avec, voilà, en sortant un peu des sentiers que j'avais préalablement battus avec des questions préparées. À
Alors, est-ce que tu as une citation sur la créativité qui t'inspire et tu en as déjà donné une au début, mais est-ce qu'il y en a, t'as une citation préférée dans ce cas-là et pourquoi est-ce qu'elle t'inspire toi? Alors, attends, je Et prends qu'est-ce mon qu'elle papier parce que t'inspire? je la connais pas par cœur, Ah. celle-là. Mais que j'ai noté qui, au fond, est pas une citation directement sur la créativité, mais je pense qu'elle exprime bien le rôle pour moi de la créativité qui est d'exprimer son unicité. C'est la phrase de René Char, tu sais, qui dit: impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À se regarder, ils s'habitueront. Et j'adore cette phrase parce que moi, ce que j'ai envie de transmettre aux personnes dans l'écriture créative, c'est... alors là, c'est ce langage, mais ça peut être n'importe quel langage, chacun a le sien. C'est vous offrez au monde qui vous êtes et il n'y a absolument personne d'autre qui soit comme vous. Et ça, c'est ce qui, moi, est une source d'émerveillement quotidienne. C'est-à-dire, voilà, je dis toujours quand quelqu'un, en accompagnement, lit un texte euh, qu'il a écrit, ou alors quand je reçois par mail un texte pour un programme, ben, j'ai l'impression, tu sais, un petit peu comme dans Amélie Poulain, d'avoir entre les mains son cœur qui bat, tu vois, parce que c'est vraiment la personne. Et voilà, pour moi, la créativité, c'est oser fleurir, quoi, tel qu'on est. Oser, ouais, je sais pas comment exprimer ça autrement. Donc C'est vachement beau ce que tu viens de dire, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que je savais pas qu'il y avait cette citation de René Char, mais c'est quelque chose que je dis assez souvent à mes enfants. Alors moi je le dis sur un ton un peu ironique, mais quand ils disent ouais papa tu m'embêtes, je lui dis bah tu t'habitueras. Parce que c'est parce que c'est ma façon d'être et que si je te taquine et que je t'embête, bah c'est comme ça, tu vas t'habituer parce que je vais pas changer pour toi. Et effectivement, je pense que la façon de le dire de René Char est bien plus belle que la mienne et que lui l'adapte à une universalité que j'ai pas forcément intégrée à titre personnel, mais effectivement ça correspond parfaitement à ce que je comprends. Oui, les gens s'habitueront à qui vous êtes parce que c'est vous. oui, soyez vous. Ne vous souciez pas du regard des autres. Il y a ça aussi dans la créativité. C'est l'expression d'une liberté, c'est se libérer du regard des autres, c'est s'autoriser à être soi. Voilà, trouver sa voie, VOIE, VOIX, voilà. Enfin, quel autre programme pourrait être plus intéressant dans la vie, quoi, que d'être soi-même et de se déployer. C'est génial. Ouais, je vais garder ça comme message final. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets futurs? On va doucement aller vers la fin de l'entretien là, et me parler de tes projets futurs et comment tu veux continuer à inspirer et à accompagner les gens. Oui, ben j'ai envie je vais continuer à créer des programmes d'écriture euh, tels que j'ai fait là aussi récemment. Voilà, c'est un petit programme sur 4 semaines et j'ai envie de continuer en m'inspirant de thématiques. Là, voilà, j'ai une petite idée. J'aime, j'ai envie de m'inspirer un peu de l'univers d'Emily Dickinson, peut-être, pour proposer un programme. Donc voilà, ça va germer et fleurir, je pense, petit à petit. Donc continuer ça, continuer à accompagner les personnes en coaching individuel et je dirais cheminer moi-même parce que je trouve que quand on est coach, c'est ça qui est merveilleux, c'est que on chemine en permanence et qu'on apprend. Alors bon, j'ai fait des formations diverses, on a tous fait des formations, mais je dis souvent ma meilleure formation de coaching, je crois, c'est la formation de la vie. Parce que de ce qu'on expérimente, de ces moments aussi difficiles, qui sont pour moi toujours comme des épreuves un peu initiatiques, où je me dis, la vie t'offre aussi cette opportunité de traverser ça pour pouvoir après aider d'autres personnes à le traverser. Et effectivement, hein, souvent quand on est coach, on remarque que les clients qu'on attire, c'est des personnes qui ont des problématiques qu'on a soi-même dû traverser.
Donc on revient aussi à ce qu'on disait au début, que quand on est dans le coaching, même si c'est un coaching en écriture créative, on est dans des problématiques, des grandes trajectoires humaines, hein, tout ce qui est voilà, le travail sur nos blessures, nos peurs, nos relations. Voilà, donc continuer à cheminer, à écrire aussi, parce que c'est aussi comme ça que je nourris ma pratique en écrivant et en lisant. Et puis voilà, continuer à découvrir, parce que voilà, quelle chance que cette vie quand même. J'allais encore dire, je suis bien d'accord. Mais, Ça va mais alors. oui, oui. Mais fondamentalement, on est raccord sur plein de thèmes autour de ce que tu développes. Écoute, merci beaucoup, Cécile. Ça m'a fait très très plaisir de pouvoir échanger avec toi autour de tout ça. L'air de rien, je me suis livré sur des trucs auxquels je m'attendais pas. Et je pense qu'il y a une part de toi là-dedans qui fait que j'ai eu envie de parler et j'ai eu envie d'exprimer des choses que j'exprime pas forcément d'habitude avec autant de mots. Merci aussi pour ça m'a fait du bien. Je vais mettre dans la description du podcast les différents éléments où on peut te contacter et où on peut en savoir plus sur ton travail avec ta permission. Bien sûr. Merci à toi Thomas pour cette invitation et pour cette conversation. Moi j'étais très contente d'entendre tes histoires. Par exemple, je garderai en mémoire cette histoire de l'élève, de sa petite erreur si créative, et puis cette image de la pêche aussi, et de ce profond ressourcement. Donc merci pour ces partages. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Clés de la créativité. J'ai vraiment passé un super moment avec mon invité. J'espère que vous avez pris plaisir à nos échanges. Surtout, je tiens à remercier chaleureusement tous les auditeurs qui nous accordent leur temps chaque quinzaine. C'est grâce à vous que ce podcast existe et continue de grandir. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le sur vos réseaux sociaux et laissez un commentaire sur les nôtres pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également me retrouver sur l'Instagram ou le Facebook des Clés de la créativité. Je vous mets les liens en description. Sur ce, je vous souhaite une semaine pleine d'inspiration et de créativité. En attendant le prochain épisode, restez créatifs et à bientôt!